J'ai donc 4 ans. C'est le début des années 60 et je regarde un globe terrestre. Et je vois clairement que l'Afrique et l'Amérique du Sud s'emboîtent. C'est comme un puzzle avec seulement 2 pièces ou un biscuit cassé. De toute évidence, ils ont dû s'emboîter il y a très longtemps. Bien sûr, je n'étais pas le premier à le remarquer. Les cartographes et d'autres le voyaient depuis des centaines d'années. Mais si j'avais fait part de mes observations à un géologue conventionnel du début des années 60, il m'aurait dit que ce n'était qu'une coïncidence, car il n'existait aucun moyen connu de la science pour qu'une chose aussi substantielle qu'un continent puisse se déplacer sur la Terre. C'était de la pure folie. Mais avançons jusqu'à la fin des années 60. Des scientifiques assidus des 2 côtés de l'Atlantique, en explorant la fosse marine au milieu, avaient trouvé la preuve et développé la compréhension de la façon dont, en fait, la matière continentale plus légère pouvait se déplacer sur la matière plus lourde en dessous. Et la science de la tectonique des plaques est maintenant un élément clé de notre compréhension du monde. Cela montre donc comment la science évolue, parfois en l'espace d'une enfance, d'autres fois sur des décennies et des années, lentement et péniblement. Maintenant, avançons, faisons un bond en avant d'environ 10 ans. Maintenant, j'ai Internet, où toute question brûlante peut trouver une réponse en une recherche rapide. Et je regarde un site web avec un contenu scientifique, mais c'est à la marge de la science. Il remet en question une partie de la science communément acceptée. Bon, je ne vais pas vous dire tout de suite de quel site il s'agit, car il se trouve dans cette 4e dimension où les scientifiques respectables ne vont pas. Mais nous y arriverons, alors faites-moi confiance. Mais la question que ce site web me fait me poser est la suivante. Est-il possible de tourner en orbite autour de la Terre de manière à créer une seule trajectoire circulaire au sol? Par exemple, si je prenais un élastique et que je l'étirais autour du globe, mon satellite pourrait-il tourner et rester au-dessus de cet élastique tout le temps? Ce n'est pas une chose facile à expliquer, mais je fais une recherche sur Internet et je ne trouve pas de réponse. Je vais voir un ami qui est un vrai spécialiste des fusées, je lui pose la question, il réfléchit un instant et me dit « Bien sûr, orbite au-dessus de l'équateur ». Je me dis « D'accord, oui, c'est une réponse valable ». Si je passe au-dessus de l'équateur et que la Terre tourne, peu importe la vitesse de chacun, je resterai toujours juste au-dessus de l'équateur, mais je veux mon élastique à d'autres angles. J'ai besoin de ça. Et pour ça, il ne peut pas me donner de réponse et je ne trouve pas de réponse claire sur Internet. N'est-ce pas étrange? Eh bien, voici une image qui aidera à commencer à comprendre pourquoi c'est un problème difficile. Nous connaissons tous ça. Nous sommes des citoyens de l'ère spatiale. La Station spatiale internationale, le centre de contrôle de la NASA. On repasse sur une trajectoire encore et encore. C'est comme enrouler une pelote de ficelle. La Station spatiale internationale tourne toutes les 90 minutes, la Terre tourne toutes les 24 heures. On obtient ce genre de motif. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais devoir apprendre pour comprendre ça? Eh bien, il faut aller un peu plus loin. Et je promets, pas de maths, mais il y a 3 choses essentielles à savoir sur les orbites terrestres qui détermineront la trajectoire au sol que vous décrivez en dessous. La première chose, c'est votre altitude. L'ISS orbite à environ 400 km au-dessus de la Terre. Sur ce globe, ça représente 1/4 de pouce, 7 mm au-dessus du globe. La deuxième chose est l'inclinaison de votre orbite par rapport à l'équateur. L'ISS est à 51 degrés, ce qui signifie qu'elle finit par survoler la plupart des terres émergées, à force de tourner en rond. La troisième chose est la forme de votre orbite. La forme peut aller de ronde, comme l'ISS, à très elliptique, longue et étroite. Mais l'essentiel, à propos d'une ellipse, c'est que le centre de la Terre doit se trouver à l'un des foyers de l'ellipse. Et c'est là que les maths se compliquent, d'accord? Grâce à Johannes Kepler, dans les années 1600, on peut calculer exactement votre vitesse et votre position sur cette ellipse pour n'importe quelle forme donnée. Très bien. Maintenant, on a toutes ces informations. L'altitude, l'inclinaison, la forme de l'ellipse, la vitesse. Mon cerveau est en ébullition. Comment vais-je bien pouvoir trouver une réponse? Et s'il n'y a pas de réponse, comment vais-je me le prouver à moi-même pour savoir que ma quête est vaine? D'accord. J'appelle donc un ami qui est un vrai mathématicien de l'aérospatiale
Et il me fait remarquer que, eh bien, il n'y a qu'un certain nombre de catégories d'orbites terrestres. Je commence donc à examiner ces catégories, et il y en a deux qui me sautent aux yeux comme étant vraiment intéressantes. La première est géostationnaire, n'est-ce pas? Géostationnaire. C'est une orbite qui a une forme circulaire, une inclinaison la place à peu près ici, très loin de la Terre. Et le point clé, c'est que cette altitude lui fait faire le tour de la Terre en même temps que la Terre tourne sur elle-même. Ça veut dire que vous restez tout le temps au-dessus du même point. Et ça facilite la tâche de l'installateur d'antennes paraboliques qui vient chez vous et la pointe vers un seul point dans le ciel, parce que le satellite est toujours là. Même la nuit, quand les étoiles et la Lune défilent, le satellite est toujours là. Mais ce qui est bizarre, c'est que la trajectoire au sol du satellite n'est pas du tout un élastique, c'est un seul point. Donc d'une certaine manière, c'est l'opposé de ce que je cherche, n'est-ce pas? La deuxième orbite qui semblait très intéressante s'appelle Molnia. Molnia est le mot russe pour orbite éclair. Elle a été développée par l'Union soviétique au début de l'ère spatiale. L'orbite Molnia est très inclinée et très allongée et elle est synchronisée pour faire le tour de la Terre en exactement une demi-journée. Et ça lui donne cette incroyable forme en U, la forme en W qui fait le tour de la Terre. Le satellite Molnia plane très haut, au-dessus d'une partie du monde, disons l'Amérique du Nord, et il prend peut-être des photos ou écoute la radio. Puis il passe en trombe autour de la Terre et en ressort et il plane à nouveau. Mais une demi-journée s'est écoulée, alors il est maintenant de l'autre côté de la planète et il peut télécharger ce qu'il a appris de l'autre côté. Alors ces deux orbites me donnent une idée. Et si j'étais sur une orbite qui mettait exactement 2 jours à faire le tour de la Terre? D'accord? Je commencerai donc au-dessus de la Terre à un point arbitraire. Un jour plus tard, je suis de l'autre côté et un jour s'est écoulé. La Terre a fait un tour complet. Je suis donc aussi du côté opposé de la Terre par rapport à mon point de départ. Un autre jour passe, je suis de retour à mon point de départ sur mon orbite. La Terre a encore tourné, je suis de retour au-dessus du même endroit. Ça semble prometteur, non? Je deviens vraiment obsédé par cette recherche. J'appelle un ami qui est le mathématicien spécialiste de l'aérospatiale et il me dit, en gros, d'accord, une quête folle, bien, bonne chance avec ça. Je vais te dire, il y a un super site web qui s'appelle STK. Tu devrais y jeter un œil parce qu'il te montrera n'importe quelle orbite que tu veux. D'accord, je vais sur STK, je fais mes calculs de base. J'entre mes chiffres, j'appuie sur le bouton et la voilà, juste sous mes yeux, une seule trace au sol d'orbite terrestre circulaire. Je suis stupéfait qu'elle existe vraiment. Maintenant, je me dis que je ne peux pas être le premier à le remarquer. Je ne suis pas un ingénieur en aérospatial. Alors j'appelle un autre ami qui travaille pour de grandes entreprises aérospatiales à concevoir des missions en orbite terrestre et il a l'air un peu sceptique. Mais il lance sa version de STK, il me demande mes chiffres, il les entre et boum, il obtient le même résultat. Et il me dit, tu sais, je n'ai jamais vu ça avant. Tu devrais écrire un article là-dessus. Publie-le dans une revue aérospatiale. D'accord, super. Bon, c'est donc un nouveau truc, n'est-ce pas? Et les nouvelles choses ont besoin de noms. Alors, je me dis que sa propriété clé est que c'est une orbite de 2 jours. Je vais donc l'appeler une orbite de 2 jours, ou 2DO en abrégé, pour suivre le modèle de tous les autres acronymes de 3 lettres que les gens de l'aérospatiale aiment utiliser. Alors maintenant que j'ai un nom pour ça, je veux revenir à ma quête initiale. Mais pour un cerveau comme le mien, et peut-être comme le vôtre, on pense immédiatement, et une orbite de 3 jours, et une orbite de 4 jours, à quoi ressemblent leurs traces au sol? Et oui, tout est là. C'est vraiment intéressant. J'ai dû vérifier. Je reviens donc à ma recherche initiale et j'affine l'orbite. Une inclinaison de 31 degrés réglée sur un certain point de la Terre. Et je découvre qu'elle a un certain nombre de propriétés vraiment intéressantes et inhabituelles. Premièrement, l'orbite reste à l'extérieur des ceintures de Van Allen, les ceintures de radiation qui se trouvent par ici autour de la Terre. Et si vous êtes un astronaute, vous ne voulez pas y rester, vous pouvez la traverser, mais vous ne voulez pas y être. Si vous êtes un appareil électronique, vous ne voulez pas y être non plus. Vous voulez rester à l'extérieur. Donc cette orbite est à l'extérieur. Deuxième caractéristique, elle est aussi en permanence à l'extérieur du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique est donc à l'intérieur de vous. Troisième caractéristique, elle est toujours au Soleil.
C'est une orbite qui ne traverse jamais l'ombre de la Terre qui s'étend au loin, même au solstice d'hiver, l'inclinaison la plus extrême de l'hémisphère nord. Alors, que faire d'une orbite comme celle-ci? Eh bien, comme on est toujours au Soleil, pourquoi ne pas créer un satellite surpuissant qui collecterait l'énergie solaire pour la projeter sur une série de sites au sol, les alimentant, les rechargeant tous les 2 jours à chaque passage? Ou peut-être qu'on pourrait installer une série de miroirs dansant en orbite et projeter de la lumière sur la Terre, dans les endroits sombres qui en ont besoin. Ou peut-être qu'il y a d'autres usages. Très bien. Mais qu'en est-il de ce site web par qui tout a commencé? Ce site un peu marginal où les scientifiques respectables ne voudraient peut-être pas s'aventurer. Eh bien, c'était ça. Un chercheur du nom de Jim Allison a remarqué qu'un nombre important de sites anciens à travers le monde, certaines des structures les plus anciennes et mystérieuses, sont tous alignés sur un seul et même cercle autour de la Terre. Une ligne droite. Quand on place une orbite de 2 jours au-dessus de cet endroit précis, ce n'est pas un cercle exact. Elle a une légère forme de chips, mais elle s'aligne assez bien. Montons à bord d'un satellite en orbite de 2 jours et faisons le tour de tous ces sites anciens. On commence au-dessus du site mégalithique le plus célèbre, les Grandes Pyramides, avec leurs chambres mystérieuses, leurs tunnels cachés et bien sûr le Sphinx. Un peu plus tard, nous traversons le Sahara, nous traversons l'océan Atlantique, nous survolons le bassin amazonien et nous arrivons au Machu Picchu avec ses mystérieuses structures de pierre et à Ollantaytambo et tous les autres sites anciens autour de Cusco. Puis nous survolons la plaine de Nazca avec ses mystérieux dessins gravés dans le sol du désert. Bien sûr, nous sommes à 60 000 km d'altitude, donc si on veut voir ces formes, il nous faut un assez bon télescope. Nous continuons à traverser le Pacifique. 4000 km, nous passons juste au-dessus de l'île de Pâques avec ses têtes gigantesques, les statues Moai. En fait, ce sont des statues entières qui sont enfouies dans le sol. En continuant à travers le Pacifique, nous remontons au-dessus de l'équateur, nous survolons le Cambodge et les anciens temples de Preah-Vihear et d'Angkor Wat. En continuant vers l'Asie, nous survolons l'Inde jusqu'au Pakistan, jusqu'au site de Mohenjo-Daro, l'un des plus anciens sites de la civilisation occidentale. Avec son écriture qui n'a toujours pas été déchiffrée parce qu'elle est si ancienne et éloignée de nous. Nous continuons au-dessus du Moyen-Orient en passant par Persépolis et les grands édifices durs. Et puis nous continuons au-dessus de Pétra avec ces incroyables structures de pierre creusées dans les parois. Et cela nous ramène aux grandes pyramides, là où nous avons commencé. Donc évidemment, tous les sites anciens ne sont pas sur ce cercle. Stonehenge, le mur des lamentations à Jérusalem, toutes sortes de sites en Chine, en Afrique, en Asie, en Amérique centrale. Mais les sites qui se trouvent sur le cercle ont beaucoup de choses en commun. Premièrement, ils possèdent certaines des plus grandes maçonneries que les humains aient jamais réalisées. D'énormes blocs que nous n'essaierions pas de déplacer de manière réaliste aujourd'hui. 2, le style de la maçonnerie est taillé avec précision. Elle s'emboîte. On ne peut pas glisser une lame de couteau entre certaines de ces roches. Et puis, regardons l'île de Pâques en particulier. Les grandes statues Moai attirent le plus l'attention. Il y en a des centaines. Mais il y a aussi des murs qui semblent être parmi les plus anciennes constructions humaines sur l'île de Pâques. Les murs sont en basalte, une pierre extrêmement dure. Ils correspondent au style de construction du Machu Picchu à 4000 km de là, de l'autre côté du Pacifique. Également en basalte. Ensuite, il y a ces mystérieux tenons et creux. Beaucoup sur les pyramides, d'autres sites égyptiens, beaucoup dans toute l'Amérique du Sud. À quoi servent ces tenons? Comment ont-ils été faits? Pourquoi se sont-ils donné la peine de les ajouter? On ne sait pas. C'est creux, on dirait de la purée de pommes de terre et que quelqu'un est venu avec une truelle et a simplement creusé la roche. On ne sait pas. Ensuite, il y a la maçonnerie de précision, des surfaces parfaitement plates, des choses qu'on apporterait à un atelier d'usinage et qu'on polirait au diamant. Nous n'arrivons pas à comprendre comment cela a pu être fait avec des outils en bronze ou en fer. Bon, vous voulez que ça devienne un peu plus bizarre? Il y a des cultures dans le monde qui ont l'homme-oiseau, l'homme-poisson. L'Asie en a, l'Amérique du Sud en a.
Et ils ont cette autre caractéristique, le sac à main. Le sac à main des dieux. Pourquoi? Comment? Partout dans le monde. Le sac à main des dieux se trouve aussi en Inde et en Indonésie, et plus récemment à Göbekli Tepe en Turquie, qui a été enfoui pendant 10 000 ans. Au moins, ce qui veut dire que le sac à main existe depuis au moins ce temps. Il n'a pas été ajouté plus tard. Bon, je ne suis pas ici pour invoquer les anciens astronautes ou les extraterrestres. Pour moi, ça ne répond à rien. C'est comme y coller un autocollant, mais moi, je veux lire le livre. D'où vient tout cela? Qui a créé ça? Je ne veux rien enlever aux peuples anciens qui ont fait ce travail. Je veux en savoir plus sur eux. Je veux savoir comment ils l'ont fait, quand ils l'ont fait, et je veux leur rendre tout le mérite pour leur travail formidable. Alors, que fait-on? Eh bien, on sort notre boîte à outils scientifiques. Première chose, quelle est notre théorie? Eh bien, les chercheurs qui se penchent sur cette question remettent en cause notre histoire traditionnelle du passé de l'humanité, où l'on passe d'une longue période de chasseurs-cueilleurs à la sédentarisation et à l'agriculture pour finalement évoluer vers des cités-États. Les chercheurs soupçonnent, et il y a de bonnes preuves pour cela, qu'il y a 13 000 ans, il existait une forme plus avancée de civilisation humaine. À quel point, c'est difficile à dire, mais on sait qu'ils pouvaient faire des choses avec la pierre que nous ne pouvons vraiment pas faire. Et puis, que s'est-il passé? Soudain, il y a eu une catastrophe. Quelque chose de terrible s'est produit. Les océans sont montés, les températures ont chuté, des populations ont été anéanties, des villes ont été abandonnées. Le temps passe, la civilisation se rétablit, on passe en mode chasseur-cueilleur, on passe à l'agriculture, aux cités-États. D'accord, donc c'est une histoire, n'est-ce pas? C'est une bonne histoire? Peut-être, peut-être pas. Mais que nous dit la science? Eh bien, pour commencer, nous avons d'excellentes données qui montrent que les océans étaient 100 mètres plus bas il y a 15 000 ans. 100 mètres, 330 pieds. Cela signifie que les anciens littoraux et les îles sont maintenant complètement submergés. Deuxièmement, les carottes de glace du Groenland et les échantillons de sédiments du milieu de l'Atlantique nous montrent qu'il y a eu une chute soudaine de température et qu'elle a duré environ 1 millier d'années dans le monde entier. Troisièmement, l'ADN masculin contient des indices. Partout dans le monde, la diversité de l'ADN masculin chute de façon spectaculaire. Encore une fois, il y a environ 13 000 ans, ce n'était pas juste ici ou là. C'était partout dans le monde. Beaucoup d'hommes ne transmettaient pas leur ADN aux générations futures. Ça a décliné, puis ça a commencé à se rétablir. Alors, que s'est-il passé qui pourrait expliquer toutes ces choses? Eh bien, nous avons des preuves que quelque chose a frappé l'Amérique du Nord. Une comète ou une météorite. Elle a laissé des particules très distinctives dans tout l'hémisphère. Elle a mis le feu à beaucoup de choses, car on y trouve aussi des particules de suie et de cendres très distinctives. Nous avons vu un demi-million de cratères d'impact allant du New Jersey jusqu'en Alabama, comme si un tir de fusil de chasse cosmique géant avait frappé notre planète. Il y a donc beaucoup de travail à faire. Il nous en faut plus. Il nous faut plus de données, plus de preuves. Nous devons commencer à penser à des idées de science-fiction et à les transformer en faits scientifiques. Nous devons voir comment nous pouvons faire ce que nous avons fait avec l'avion, où nous pouvons maintenant voler mieux que n'importe quel oiseau, ou le sous-marin où nous pouvons nager mieux que n'importe quel poisson, ou maintenant des fusées qui peuvent voler dans l'espace, revenir et atterrir sur Terre et être réutilisées, contrairement à n'importe quel animal. Regardez cette carte. Le bleu clair montre le plateau continental. La majeure partie de cette zone était de la terre ferme il y a 15 000 ans. Que pourrait-il y avoir là-bas? Nous devons fabriquer un tas de drones bon marché avec une sorte de technologie à bord que nous pouvons envoyer nager sous les océans, à la recherche d'anciens sites, de routes, de vestiges des fonds marins que nous avons ignorés pendant des milliers d'années. Ou que dire de ces grosses roches qui sont posées les unes à côté des autres depuis un temps indéterminé? Existe-t-il une technique que nous pouvons développer qui nous permettra de savoir depuis combien de temps elles sont là? Les rayons cosmiques les ont-ils traversés, laissant de petites traces que nous pourrions lire et compter pour nous dire précisément quel âge elles ont? Ou qu'en est-il des surfaces? On crée une surface sur une pierre. Qu'est-ce qui commence à changer?
est-ce que quelque chose dans l'atmosphère s'infiltre dans la pierre? Est-ce que quelque chose sort de la pierre avec le temps, à un rythme mesurable, qu'on peut calculer pour dater ces incroyables artefacts anciens? Où il y a cet énorme tas de pierres en Égypte, 1 million de pierres empilées, qu'est-ce qu'elles font au sol en dessous? L'ont-elles protégé de quelque chose venant du soleil? Peut-on comparer ce qui est sous les pyramides à ce qui est à côté, non recouvert pendant cette période? Parce que les archives égyptiennes ne nous disent pas vraiment quand les pyramides ont été construites. Il va falloir qu'on le découvre. Parfois, j'ai l'impression d'être encore ce gamin de 4 ans qui regarde la Terre en essayant de comprendre comment les pièces s'assemblent. L'un de mes héros, Carl Sagan, nous rappelle que des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. À cela, j'ajouterais que des preuves extraordinaires méritent une enquête extraordinaire. Et je suis certain que si nous utilisons notre science et nos meilleures capacités de réflexion, si nous nous donnons la peine et dépensons l'argent pour trouver les réponses, nous en apprendrons plus sur qui nous sommes, d'où nous venons et où nous pourrions aller. Et je pense que construire le meilleur avenir possible est faisable si nous savons ce qui s'est passé dans notre passé. Alors, faisons-le. Merci.